En parler. Honoré Naoum. Bonjour à chacun et à tous. Vous nous recevez sur la 94.3 Radio Cotonou. Votre dominicale de vérité franc-parler vous plonge à nouveau au cœur de l'actualité politique béninoise. Tous les regards sont tournés vers le Parlement qui est appelé à procéder à la relecture du code électoral avant les élections générales de 2026. Une relecture qui pourrait conduire vers la révision de la Constitution. Une analyse qui radicalise déjà les positions, non à une révision qui va déboucher sur un troisième mandat du président Patrice Talon. Et pourtant, ce dernier dit ne pas être demandeur. Quelle est la position du parti Renaissance Nationale SUDBN de Claudine Prudencio sur ce débat? Pour la circonstance, nous recevons Dr Mohamed Awali Akintola. Il est chargé de mission et chef de cellule de communication du parti Renaissance Nationale. Bonjour à vous, Dr Akintola. Bonjour Monsieur Naoum, bonjour chers auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce sujet d'actualité. C'est nous qui sommes honorés par cette invitation. D'accord. Je vais donc vous dire qu'à la mise en onde de cette émission, c'est Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chipé, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert à 11h15 comme d'habitude, pour vous permettre, chers auditeurs, d'intervenir et poser vos questions au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Vous pouvez également nous écrire via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Merci à chacun et à tous. Docteur Akintola, à nouveau bonjour. Bonjour. Alors, je commence par vous d'abord. Vous êtes mon invité, je veux mieux vous connaître. Alors, comment vous faites pour vous retrouver au niveau de la Renaissance nationale? Est-ce que vous étiez déjà dans l'UDBN? Non, je n'étais pas membre du parti UDBN. Oui. J'étais plutôt membre de la formation politique Force Cori pour un Bénin émergent. D'accord. Formation politique dans laquelle j'occupais le poste de coordonnateur national de la jeunesse, du mouvement de la jeunesse du parti. Et donc, vous vous retrouvez au niveau de la Renaissance nationale. Pourquoi ce changement de cap? Bon, pas changement de cap, peut-être changement de cheval de bataille. Il y avait un gros défi à relever au niveau de cette formation politique. Je suis de ceux qui aiment les défis. Je suis au service du peuple béninois à travers cette formation politique-là. Il faut dire que c'est la principale raison. À rejoindre l'UDBN, et comment vous rentrez dans l'UDBN? On vous fait confiance et tout de suite vous devenez chef de la cellule de communication. La confiance, elle se base souvent sur ce que l'on sait de celui qui est proche de nous. Donc, il n'y a pas eu, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de réflexion, parce que les membres du bureau national, du bureau exécutif national de la formation politique Renaissance nationale sont des gens connus et qui m'ont déjà vu à l'œuvre bien avant même la Force Cori pour un Bénin émergent. Lorsque il y a un peu plus d'une décennie en arrière, on était encore étudiants, le militantisme estudiantin et tout cela. Donc, l'on vous fait confiance lorsqu'on a déjà suivi votre parcours, qu'on vous a vu à l'œuvre et qu'on sait que vous êtes capable de. Donc, à mon arrivée, j'ai donc participé avec les camarades à la mise sur pied de Renaissance nationale, donc la mutation de l'UDBN vers Renaissance nationale, et j'ai eu la lourde responsabilité de coiffer la cellule de communication, et me voilà ici. Ok. Merci beaucoup. Merci de nous donner quand même ces quelques précisions avant d'entrer dans le vif du débat. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a poussé l'UDBN à se transformer en Renaissance nationale? Merci beaucoup pour la question, et il fallait qu'elle soit posée, parce que nous avons le devoir d'expliquer à nos compatriotes ce qui s'est passé. Vous savez, ces dernières années ont été des années de rude épreuve pour le Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Nous avons traversé quelques péripéties. Nous avons participé, vaille que vaille, à des élections. D'abord les élections communales, puis ensuite les élections législatives de 2023, sans oublier le divorce avec, enfin, le mariage qui veut plutôt dire qu'il n'a pas abouti avec une autre formation de
la mouvance présidentielle, il fallait, au-delà de tout cela... Le bloc républicain. En effet, donc il nous fallait prendre une pause, faire un break, parce que faire les mêmes choses de la même manière, dans les mêmes conditions et espérer un résultat différent relève, comme l'a dit un auteur, de l'idiotie. Et nous ne sommes pas de cette catégorie de personnes-là. On a dû donc faire une introspection, prendre une pause, appeler à la table de réflexion les compétences du parti, faire des études pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est donc cela qui nous a conduit à un congrès ordinaire d'abord. Congrès ordinaire qui a dressé le diagnostic, le bilan de nos dernières participations aux élections, de ce qui se passe sur le terrain, parce qu'au-delà de tout ce que nous voyons lors des élections, c'est une période d'émotions très fortes et tout ça, et de beaucoup de bling-bling, mais la vie d'un parti politique ne se résume pas simplement à ces quelques semaines de campagne électorale, mais c'est tous les jours que Dieu fait dans l'année. Donc on a fait également une étude de tout cela pour nous rendre compte qu'il y avait de très gros défis à relever. D'abord à l'interne, c'est-à-dire qu'il nous fallait d'abord revoir ce qui n'allait pas, redynamiser les différentes cellules, les différents organes d'abord techniques du parti, parce que ce sont ces organes-là qui font le travail. Ensuite, les cellules à la base, donc commencer par la base, remembrer, redynamiser, refidéliser si vous voulez. Tout cela nous a donc amené à dire on ne va pas s'asseoir juste au niveau de ces compétences-là, il faut élargir ces réflexions avec les membres à la base. Ça nous a donc amené au congrès extraordinaire du 16 décembre 2023, donc au palais, dans la salle bleue du Palais des Congrès, où nous avons invité plus de 1200 représentants du parti UDBN au congrès afin d'échanger. Avec des panels de discussion, on a fait un bilan ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas marché à la base? Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Ça nous a donc amené dans les conclusions à l'adoption des propositions que le congrès ordinaire avait faites. Et puis, on est arrivé donc à prendre des décisions pour le fonctionnement de l'école du parti, la redynamisation de la cellule de communication du parti, et également celle de la cellule de mobilisation du parti. Le bureau exécutif national a été aussi remembré et vous y verrez de nouvelles têtes, de nouvelles compétences de la jeunesse, mais également des femmes compétentes qui meublent désormais ce bureau exécutif national-là pour une certaine synergie d'action afin d'atteindre les objectifs autant à court terme qu'à moyen et long terme. Donc la mutation ou le changement de nom, en fait, c'est la cerise sur les gâteaux, si vous voulez. C'est juste la pointe de l'iceberg. Vous savez, on a beau changer les cellules, renforcer les cellules, renforcer les compétences et avoir remobiliser plus de militants et de sympathisants, lorsque vous ne faites pas du bon packaging, puisque nous sommes sur le marché politique. Et quand on parle de marché, on parle d'offres. Et l'offre, vous devez pouvoir faire un bon branding. Donc, Renaissance nationale, c'est juste la pointe de l'iceberg, c'est la cerise sur les gâteaux, c'est notre manière d'embellir tout ce qui est bien fait à l'intérieur et le proposer à nos compatriotes. Maintenant, pourquoi Renaissance, pourquoi National, ça c'est toute une autre histoire. Je sais que beaucoup de vos confrères... Ne faites pas d'économie de vérité sur ce plateau. Ici c'est franc-parler, dites-nous tout, je vous en prie. Et nous parlerons avec franchise. Et je sais qu'il y a beaucoup de vos confrères, ou alors même des Béninois qui titillent un peu, disent mais pourquoi Renaissance alors qu'un... Parce qu'on a déjà entendu ce parti-là, Renaissance du Bénin, maintenant vous dites Renaissance nationale, on veut comprendre pourquoi. Voilà, la différence c'est que c'est deux partis totalement différents. Nous parlons d'un parti politique Renaissance du Bénin qui n'existe plus. Nos emblèmes ne sont pas les mêmes, les logos, tout ça, c'est pas les mêmes. Le nom, c'est pas la même chose. Vous savez, le mot Renaissance est un mot du dictionnaire français et donc accessible. Et tout le monde. Vous n'avez pas trouvé mieux? Tout le monde. Non. Pourquoi parlez-vous de trouver mieux? Nous avons trouvé ce qui nous convient et qui exprime le mieux notre aspiration, puisque nous sommes d'abord partis Renaissance. C'est comme ça que nous l'appelons. Et on a dit l'UDBN pour mort, et c'est notre manière de dire nous ne sommes pas morts. Ah bon? Oui. Donc, il y a des gens qui avaient annoncé votre mort, c'est ça? En effet, vous ne l'ignorez d'ailleurs pas. Donc, et ce ne sont pas les auditeurs qui l'ignorent. Donc, c'est notre manière de dire nous sommes toujours là, nous sommes présents et nous continuons la lutte parce que nous avons un idéal, nous avons des convictions chevillées au corps.
Donc, Renaissance, on ne s'est pas privé. Ce n'est pas que c'est le seul mot qui nous est venu sur les lèvres. Je vous ai dit qu'il y a eu des mois de réflexion autour de la question. Donc, il y a eu relève, il y a eu plein de choses. Mais nous avons préféré Renaissance parce que c'était le mot le mieux disant pour transmettre, ou pour refléter nos aspirations pour les semaines, les mois à venir. National parce que notre idéologie qui est social-libérale a un ancrage vraiment nationaliste et nous pensons beaucoup et œuvrons pour l'unité. Vous voyez, un ancrage réel et physique dans toutes les 77 communes, dans tous les 546 arrondissements en République du Bénin. Maintenant, vous savez, on ne va pas aller chercher un mot chinois pour définir ou alors pour la dénomination d'un parti politique. Les autres partis politiques qui sont là n'ont rien inventé non plus. Nous avons connu ici, nos papas sont encore là, ils peuvent le dire, que le beau bloc républicain n'est pas né du néant. Nous avons déjà eu de par le passé des partis politiques qui portaient le mot bloc, qui portaient républicain. Nous avons également eu, comme on appelle, l'Union progressiste du Daobé. Donc, dire qu'on n'est pas cherché loin, c'est condamner tout le monde. Lorsqu'on parle du parti Les Démocrates, eh bien, même après la réforme du système partisan, il y avait encore un parti politique qui portait dans sa dénomination le mot démocratique. Nous n'avons pas dit qu'ils ne sont pas allés chercher loin. Donc, pour nous, c'est OK. Maintenant, s'il y a des nostalgiques de la Renaissance du Bénin qui s'identifient bien à Renaissance nationale, eh bien, ils sont les bienvenus. D'accord. Alors, concrètement, quels sont les objectifs que vous voulez poursuivre avec cette dénomination Renaissance nationale? Même si vous dites que ce n'est pas le nom qui compte, mais vous avez quand même opéré cette mutation. C'est pour atteindre concrètement quel objectif? Je vais parler de deux grandes choses. Nous avons pour objectif réorganiser pour plus d'impact notre espace d'expression et d'action politique. Pour mieux atteindre l'objectif ultime qu'est le mieux-être de nos compatriotes. Je vais le résumer ainsi. Lorsqu'on parle Renaissance nationale, on doit entendre que toute cette mutation, tout ça, c'est pour un meilleur repositionnement sur l'échiquier politique, plus d'impact, plus de présence au jour le jour dans la vie des Béninois, dans l'animation de leur quotidien sur tous les plans, économique, politique et ainsi de suite, et ça en fonction des moyens politiques que nous avons pour le moment, parce que vous le savez, nous ne sommes pas présents à l'Assemblée nationale, donc nous ne pouvons pas de façon directe influencer les votes de loi, par exemple. Nous n'avons pas de conseillers communaux, on ne peut donc pas directement agir dans la gestion des collectivités locales. Donc je parle de limites des moyens politiques qui nous sont offerts. Mais de façon spécifique, nous avons quand même devant nous une évaluation. Ce sont les élections générales de 2026, qui est un tournant de défi pour nous. Et à cette fin, nous devons rendre plus attractif le militantisme à Renaissance nationale, mobiliser le maximum de militants, faire adhérer des compatriotes qui veulent participer à la chose politique, qui ont la compétence, la qualité de le faire. Nous leur offrons cet espace politique-là pour venir s'exprimer. Et c'est, à mon avis, à mon humble avis d'ailleurs, et ça sans idées partisanes, c'est pour le moment le meilleur parti politique où on peut se retrouver au milieu de toute cette guéguerre ou cette bipolarisation de l'arène politique. Bon, je me demande en même temps, quelle est votre position concrètement? Je vous pose la question, quelle est votre position réelle sur l'échiquier politique? Parce que vous dites entre les tirs croisés, vous vous retrouvez au milieu, c'est ça? Non, en fait, ce que je voulais dire par tirs croisés, je n'ai pas parlé des tirs croisés, j'ai parlé de guéguerre. Non, c'est moi qui utilise les tirs croisés entre l'opposition et la mouvance. Non, je ne le voyais pas plutôt comme ça, je le voyais beaucoup plus... opposition et la mouvance, oui, ça c'est correct. Nous sommes dans un système partisan, il faut que ça soit ainsi en démocratie. Je parlais beaucoup plus de cette personnalisation-là, de la discussion politique entre l'ancien président de la République et le nouveau président de la République. Si vous me demandez aujourd'hui qu'est-ce que moi je pense de ça, je vous dirai qu'est-ce que j'ai à penser de ça. Ces deux vieux amis qui sont dans leur vieil âge en train de se lancer de petits pics. Moi, chacun d'entre eux a plus que le double de mon âge lorsqu'ils ont inscrit leur nom dans les annales de l'histoire politique en République du Bénin. Lorsqu'ils avaient mon âge, s'ils se préoccupaient de
des petites querelles sous l'arbre à palabres en train de jouer le jeu de domino de leurs grands-oncles et de leurs grands-parents ou de leurs papas, ils n'auraient pas pu réaliser ces prouesses-là. Donc moi, en tant que jeune, je dis, c'est deux amis qui s'amusent et j'aime mon kaki porter le matin, je ne vais pas m'arrêter sous l'arbre à palabres, les regardant en train de jouer, de se taquiner, alors que mes camarades sont en train de faire les cours à côté. Je vais à l'école, je les laisse s'amuser, ils sont en train de se distraire. Et moi, en tant que jeune, je m'occupe de construire mon présent et mon futur. Maintenant, pour revenir à votre question sur... je ne sais pas ce que vous mettez dans réel, comme s'il y avait une position irréelle. Renaissance nationale est une extension de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Le parti politique, donc Renaissance nationale, est toujours inscrit dans la mouvance présidentielle en République du Bénin. Vous faites partie de la mouvance. Nous soutenons les actions du président de la République et cela demeure tel. Cela ne veut pas dire que le parti est un parti béni-oui-oui ou que c'est un parti, comment je vais dire, dormant ou indolent au sein de l'action. Je suis là aujourd'hui en train de parler de ce parti-là. Vous m'offrez un plateau pour parler de beaucoup de choses concernant la vie de ce parti-là. C'est ça aussi l'animation de la vie politique, à défaut d'être à l'Assemblée ou d'être dans la politique. Ce n'est pas que là. C'est vrai que c'est l'aboutissement, ce n'est pas que là. Donc, nous estimons que la gouvernance du président Patrice Talon est une gouvernance qui, en majorité, va dans le sens de la recherche de bien-être des populations béninoises et cela s'accorde avec nous, notre objectif, notre mission ultime. Du coup, on continue de s'aligner derrière. Mais nous sommes d'une mouvance éclairée qui ne se prive pas du droit de rappeler à la conscience de ceux qui ont le pouvoir que les dispositions qu'ils sont en train de prendre en ce moment ne sont pas de nature, à notre avis, de notre entendement, à atteindre l'objectif commun sur lequel nous sommes entendus. C'est donc dans ce cadre que vous verrez le parti qui a pris position, par exemple, lorsque le Bénin, l'exécutif, je vais donc dire, s'est aligné sur la possible décision de la CEDEAO d'intervenir de façon militaire au Niger. Le parti a dit niet. Non, le peuple nigérien est un peuple frère. Ce n'est pas parce que nous sommes de la mouvance présidentielle qu'à 100%, nous allons valider avec un oui tout ce qui est dit. Nous sommes donc, nous nous obligeons dans l'intérêt supérieur de la nation à dire non, ça ne marche pas. Nous recommandons que ce soit de telle ou de telle autre manière. À la seule grande différence que venir le dire sur la place publique est le dernier recours, en fait. On commence d'abord par le dire dans les coulisses et puis bon, on dégagera nos responsabilités par rapport à cette question ponctuelle-là, peut-être dans la presse ou sur les médias. D'accord. Alors, donc, nous retenons sur ce plateau que la Renaissance nationale fait partie de la mouvance présidentielle. En effet. Alors, dans ce marigot-là, est-ce que vous vous retrouvez véritablement avec les autres partis de la mouvance? Le rapport avec les autres partis de la mouvance? Je commencerai par répondre à cette question en disant qu'il n'y a pas de rapport conflictuel entre nous. Nous soutenons tous chacun à sa manière l'action gouvernementale. Nous avons nos moments de désaccord, certes, sur certaines questions, c'est évident. Et il y a même une question d'actualité sur laquelle on ne s'entend pas tous réellement. Vous voyez, donc il n'y a pas de conflit. Il y a juste des échanges. Mais il y a eu quand même de clash entre-temps avec le bloc républicain. Oui, en fait, cela concernait particulièrement une action conjointe que nous étions en train de mener, une action de fusion. Vous voyez, et nous n'aimerions pas revenir sur ces désagréments-là, mais une chose est que nous avons dû prendre nos responsabilités à un moment donné du processus de ce mariage-là, lorsque nous avions estimé que nos interlocuteurs ne respectaient plus la parole que nous nous étions donnée. On a trouvé qu'il fallait limiter donc la casse et quel que soit ce que ça nous coûtait, en toute responsabilité, il fallait donc mettre fin à cette collaboration-là qui devait aboutir à une fusion. Vous voyez, c'est ça qui nous a obligés. Est-ce que vous ne regrettez pas un tant soit peu parce qu'aujourd'hui, pas le moins du monde. Que ce soit UDBN ou Renaissance nationale, vous l'aviez bien mentionné, vous n'avez pas d'élu. Oui, mais entre UDBN... Si vous étiez peut-être dans bloc républicain, lors des dernières élections, peut-être que vous allez choper quelques postes. Mais est-ce que vous ne regrettez pas? C'était une possibilité, mais rien ne nous dit également que si on était allé à la fin de cette fusion-là, que les militants... En effet, que les militants allaient tous se retrouver dedans et que comment on appelle,
des probables candidats allaient avoir des postes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est tout un fourre-tout. Une chose est sûre, pour répondre à votre question, nous ne le regrettons pas le moins du monde. Vous savez, il y a des décisions que l'on prend lorsqu'on est responsable et il y a des responsabilités liées à ces décisions-là que l'on assume. Et nous l'assumons pleinement. C'est une manière de l'assumer aujourd'hui que de rebondir sous cette forme de renaissance nationale. Donc, cela ne veut pas dire que le parti dit jamais, jamais de jamais, on va jamais peut-être devenir... copains. Voilà, non, pas du tout, pas du tout. Vous voyez, on ne s'est pas entendu sur un point, mais il y a beaucoup d'autres points sur lesquels on est convergents. D'accord. Vous voyez, et donc ça va continuer comme ça. Cela n'exclut pas le bloc républicain de la citoyenneté béninoise en tant que personne morale. Cela ne nous exclut pas non plus. Nous continuons de cohabiter, de vivre vous échangez ensemble. Vous échangez avec la mouvance? Oui, nous échangeons avec la mouvance dans son ensemble. Oui, pas un cadre formel en tout cas. Oui, parce que, vous voyez, ça fait partie aussi des petits, comment on appelle, hic de la réforme du système partisan, parce que cette réforme n'est pas encore arrivée à pouvoir instituer un cadre de concertation. Vous voyez, un cadre de concertation, une coordination politique des partis politiques de la mouvance à part, et ceux de l'opposition également peinent depuis des années à trouver un point d'achoppement, et puis c'est toujours une guerre de leadership, c'est toujours des conflits qui pissent plus loin que son c'est nous qui incarnons plus la mouvance ou qui incarnons plus l'opposition. L'opposition, vous voyez, ça fait que ces cadres de concertation qui pourtant seraient d'un très grand bénéfice pour le peuple béninois peinent quand même à voir le jour. D'accord. Alors, et qu'en est-il des partis de l'opposition? Vous savez, les acteurs politiques béninois sont tout le temps en train de... Parce que vous venez par exemple... en effet, bien sûr. C'est ça. Et vous avez rejoint donc Renaissance Nationale. Oui. On peut dire que peut-être les gens là-bas sont fâchés contre vous, peut-être votre départ. Et ça fait que vous n'échangez plus, ou bien ça ne se passe pas de cette manière? Bon, vous savez, on ne peut pas... Oui. Il n'y a pas de séparation douce. Il n'y a pas de séparation super cordiale. C'est ça. C'est donc dire que lorsque vous sortez d'un mariage... Il y a toujours une note amère. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même des avantages dont on profitait de vous, que vous tiriez de votre conjoint lorsque vous étiez ensemble, et du coup, on se rend compte qu'on risque de ne plus avoir ça, ou sous cette forme-là. Ça laisse toujours des frustrations, c'est normal, mais... Au-delà de... Parce que là, nous sommes en train de parler des partis politiques. Lorsqu'on va en venir aux individus, ma collaboration ou mes relations demeurent très fraternelles avec beaucoup de responsables de la force Cori pour un Bénin émergent, beaucoup de militants. J'ai été coordonnateur de la jeunesse. Vous voyez, comme on le dit, excusez de peu l'expression, c'est free entre jeunes. Oui, il y a encore certains qui sont fâchés parce que c'est du genre, tu ne peux pas... Tu ne peux pas nous faire ça. Oui, tu ne peux pas nous faire ça, merci beaucoup. Mais vous savez, et parfois, ce n'est pas parce que tu as une place que c'est ta place. Et il faut savoir le remarquer, il faut savoir prendre des décisions idoines. On peut dire que le canal est ouvert. Vous pouvez à tout moment échanger avec les autres membres de la mouvance présidentielle et également les partis de l'opposition. Pour preuve, vous savez, le 16 décembre 2023, au Congrès, mais les forces... Les partis politiques étaient représentés. Vous voyez, les démocrates étaient là, on dit leur mot, l'Union progressiste, le Renouveau, Moël Bédin, il y avait 4 à 5 partis politiques qui étaient... C'est la confraternité. En effet, et c'est quand même le Bénin après tout. Est-ce que vous pensez véritablement que l'UDBN, aujourd'hui, Renaissance Nationale, participe d'une manière ou d'une autre à la construction de ce pays? En effet, nous participons au jour le jour et très activement à la construction de ce pays-là. Et de quelle manière? Je l'ai dit tout à l'heure, la politique ne se limite pas à la présence d'un parti politique à l'Assemblée nationale. Nous ne serions pas en République du Bénin les seuls à en donner l'exemple. Dans tous les autres pays où on implémente la démocratie et donc le multipartisme, il y a plein de partis politiques, je dis bien plein de partis politiques qui ne sont pas à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas de sièges dans les conseils communaux, mais qui bougent les lignes. Vous voyez, qui bougent les lignes. À l'époque, lorsqu'il y a eu le dialogue national, il y a des propositions, il y a des critiques formulées par l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Cette voix a été portée par le vice-président, l'ancien bâtonnier, maître Cyril Djiku, et qui aujourd'hui nous donne raison. Nous donne raison parce que on a buté. On vient de se rendre compte des limites
de la réforme du système partisan et on s'oblige, ou alors la loi elle-même nous oblige aujourd'hui à revenir sur la question. Ça, c'est une forme de participation à la construction de la nation. Notre présence sur les chaînes de télévision, de radio, dans les réseaux sociaux, entre tous les canaux de communication dont nous disposons. Il y a le journal du parti qui est né et qui est en train de faire son petit bout de chemin. C'est une manière pour nous d'opiner sur l'actualité, sur le vivre au quotidien de nos compatriotes. Et lorsque je viens à l'intérieur du parti, le parti aujourd'hui est en train d'offrir une opportunité qui n'existe point ailleurs de formation au militantisme. C'est-à-dire que nous sommes prêts à commencer de zéro et à former parce que la politique, on s'y forme. On ne tombe pas comme ça par accident de la politique, on s'y forme et le parti est en train de faire également ce travail-là. Je ne parle pas non plus des actions sociales avec le peu de moyens que nous avons et les leaders de façon personnelle, les sympathisants qui contribuent pour rendre plus aisé le quotidien de nos compatriotes qui sont dans des difficultés. On retient donc que vous contribuez d'une manière ou d'une autre à la construction de ce pays selon vos moyens. Alors, on revient donc sur l'actualité politique du moment dans notre pays, le Bénin. Il y a eu une décision de la Cour constitutionnelle donc, qui appelle l'Assemblée nationale à procéder à la relecture du code électoral avant les élections générales de 2026. Alors, le président de la République a consulté donc les partis qui sont présents à l'Assemblée nationale seulement. Est-ce que vous n'êtes pas frustré de n'avoir pas été appelé comme d'autres partis politiques qui n'ont pas été associés au débat avec le président de la République? Nous ne parlons pas de frustration. On parle de frustration lorsque un droit ne vous est pas, qui est le vôtre, ne vous est pas concédé. D'accord. Le président de la République, même le fait d'avoir invité les partis politiques présents à l'Assemblée nationale n'était pas une obligation pour le président. C'était pas gagné d'avance. Non, c'était pas. Donc, il a choisi de le faire. Il a décidé de le faire, c'est sa volonté et personne ne peut l'y empêcher. Nous aurions souhaité, nous continuons toujours de le souhaiter, que pour une question aussi fondamentale qui engage la vie du plus petit des Béninois, nous aurions souhaité que cette concertation soit plus élargie, puisqu'il ne s'agit pas de vote. Il ne s'agit pas d'imposition. Il s'agit juste de dire, d'écouter, et peut-être que dans la voix du plus petit de la famille, on tirera quelque peu de sagesse ou d'éclair de lumière pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes. Du coup, Renaissance nationale n'est pas frustrée, invite juste à ce que, d'une manière ou d'une autre, tous les autres, pas que Renaissance nationale, tous les autres partis politiques soient quand même écoutés. Et s'il le faut, que d'autres compétences qui ne sont même pas politiques soient écoutées par rapport à la question. Parce que ce code électoral-là, si on se limite au code électoral, va régir le jeu, pas seulement des partis qui sont aujourd'hui présents à l'Assemblée nationale. C'est une manière de dire, nous nous asseyons pour fixer les règles du jeu et on lance la compétition. Et là, en fait, d'avance, vous n'êtes pas censé dire non, toi tu es favori et puis toi tu es... Non. Lorsque la proposition sera faite ou que le projet de loi sera introduit par l'exécutif au niveau de la représentation à l'Assemblée nationale, ils voteront. Et nous n'exigerons rien en ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, qu'on a ouvert la porte de la concertation, de façon immédiate, que sont les partis politiques sont concernés. Ça fait un. La deuxième chose, c'est qu'il y a un impact indirect sur toute la population. Parce que si jamais, dans la retouche du code électoral, on doit aller toucher à certaines dispositions de la Constitution, ça fait encore beaucoup plus grand. Vous voyez, et tous les Béninois ont leur mot à dire d'une manière ou d'une autre. Maintenant, pour dire quelque chose, vous savez, dans une situation déséquilibrée, ne vous attendez, je l'ai dit sur un plateau il y a quelques jours, je dis ne vous attendez pas à ce qu'à une réunion des animaux de la forêt, que ce soit le lion qui dise qu'il faut bannir la consommation de chair. Non, il ne le dira pas parce que c'est à son avantage. Tout à fait. Vous voyez, donc il faut pouvoir, ce n'est que celui qui subit, qui est dans une situation d'inconfort, qui peut voir qu'il y a une sorte d'injustice et on pourrait, pour les fois à venir, pas que pour son intérêt aujourd'hui,
Mais pour les fois à venir, pour que d'autres personnes qui se retrouveraient dans cette situation-là, peut-être vous qui êtes fort aujourd'hui, ne soyez pas lésés, trouvons un juste milieu qui équilibre. Et il n'y a pas que la question de l'harmonisation du calendrier ou de l'incohérence entre les articles 142 et 149 du même code électoral ou alors ce 142 avec l'article 49 de la Constitution du Bénin. Il y a beaucoup d'autres irrégularités, de limites de ce code électoral-là qu'il faut bien s'asseoir, se poser pour revoir. La Sénat l'a dit dans le mémo qu'elle a adressé à la Cour constitutionnelle dans le cadre de cette décision-là, pour dire qu'au-delà de la question évoquée par le concitoyen qui a saisi la Cour constitutionnelle, il y a d'autres questions, il y a d'autres limites du code électoral qu'il faut revoir pour une meilleure organisation des élections. D'accord. Alors, vous, au niveau de la Renaissance nationale, on sait que le parti a été frappé tout dernièrement lors des dernières élections par le quota de 10% par exemple, parce qu'aujourd'hui il faut exiger l'obtention de 10% pour pouvoir lever un député ou bien un conseiller à la base. Alors concrètement aujourd'hui, quelle est votre position? Si on doit procéder à une relecture, Renaissance nationale préconise quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans la cagnotte pour que cette lecture-là puisse véritablement impacter vous et d'autres partis politiques, pourquoi pas? D'accord. Pour en venir là, d'abord, je vais, si vous le permettez, bien sûr, m'établir d'abord sur la raison qui nous a amenés à cette affaire de révision du code électoral et tout ce que ça implique dans les débats, parce que il y a une grosse polémique que moi j'appelle une question ou un débat non encore posé réellement. Révision de la Constitution. Vous savez, le Béninois, quand vous lui parlez de Constitution, il a l'impression que le seul article qui se trouve dans la Constitution, c'est la question du mandat présidentiel. Vous voyez, nous sommes un peu irrités à cette idée-là qu'on touche à notre sacrée Constitution, parce qu'on a l'impression que celui qui est en train de vouloir évoquer cette idée-là a des idées derrière la tête, des idées qui ne peuvent qu'être opportunistes et autres. Bon, dans ce cadre-là, et pour balayer du revers de la main cette polémique, je pense quand même que le président de la République a été élu à des élections pour lesquelles ce ne sont pas des Nigériens ou des Tchadiens ou encore des Français qui ont voté, ce sont les Béninois qui ont choisi de lui donner la possibilité d'exercer ce mandat-là. Et du coup, il y a une certaine honnêteté qu'il faut, la présomption de cette honnêteté-là qu'il faut d'abord lui concéder. Et à plusieurs reprises, c'est le président Patrice Talon qui a inscrit dans cette constitution-là que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. C'est une manière de corser davantage. On peut effacer ça du jour au lendemain. En effet, ce n'est pas encore effacé. Ça ne l'est pas encore. D'accord? Ça ne l'est pas encore. Donc, cette action menée-là doit permettre de lui accorder quand même certains bénéfices. Au-delà de ça, il l'a répété à maintes reprises devant la presse nationale et internationale. Tout dernièrement encore, vous voyez, au niveau de... Lorsqu'il faisait son discours sur l'état de la nation, il en a parlé. Quelques jours après, ou avant cela, lorsqu'il a reçu la représentation du Parti Les Démocrates, il en a parlé. Mais avant lui, il y a beaucoup d'autres présidents qui ont chanté, qui ont dansé même sur le rythme de « je ne veux pas donc s'éterniser au pouvoir ». Mais au finish, je ne veux pas m'éterniser au pouvoir, j'allais dire, et au finish, ils sont venus. Donc, à l'ère démocratique en République du Bénin, je ne pense pas qu'on en ait encore recensé. Ça fait 1. Et de 2, je comprends cette attitude-là de crier au voleur. De méfiance. C'est ça, de crier au voleur avant de sortir son portefeuille de la poche. En fait, c'est une sorte de sauvegarde de l'acquis. Je comprends bien ça, mais au même moment, il ne faudrait pas que cette méfiance à outrance-là nous emmène à être injuste envers. Vous voyez? Et moi, je voudrais bien qu'on donne la possibilité de prendre au mot le président de la République sur cette question-là, puisqu'il l'a suffisamment martelé. Renaissance nationale, que ce soit en privé ou en public, on n'a jamais entendu le président de la République parler d'un 3e mandat ou d'une révision opportuniste. Ouais, donc on s'en tient à cela, on s'en tient à un jugement de fait plutôt qu'un jugement de valeur ou un jugement moral encore que le fait n'est pas posé. Il n'y a même pas de prémices pour poser cette action-là. Après le discours sur l'état de la nation, il y a eu encore un entretien qu'il a accordé à la presse nationale et internationale où la question est encore revenue. Et tout dernièrement, dans les concertations avec les partis politiques présents à l'Assemblée nationale, il en a encore parlé. Du coup, nous pensons à Renaissance nationale qu'il ne faut pas attiser un feu malveillant qui risquerait de nous
consumé. C'est vrai que vers la fin des mandats, depuis que nous sommes en démocratie au Bénin, on connaît ça. Hein? Kérékou, ça a été ça, un peu vers la fin. Oui. Yahi, ça a été aussi ça, un peu vers la fin. Et Patrice Talon, c'est la même chose. Ok, on comprend ça. Mais bon, que ça n'aille pas au-delà de cela. Revenons à la question du code électoral. Oui. Le problème est le suivant, c'est que le code contient certaines décisions qui relèvent un peu de l'incohérence. La plus simple qui a été relevée par la décision de la Cour constitutionnelle le 4 janvier passé, c'est que lorsque nous allons aux élections présidentielles et qu'il y a des irrégularités constatées, qu'un candidat saisit la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle, après ses enquêtes, délibère, trouvant que ces irrégularités sont de nature à porter atteinte à la crédibilité de ces élections-là, elle est compétente pour annuler ces élections et demander l'organisation d'un autre scrutin. La Constitution nous dit en son article 49 que 14 jours après que cette décision ait été prise et promulguée, que ce scrutin doit être organisé. L'article 149 du Code électoral s'aligne sur cette même disposition de la Constitution, mais malheureusement, l'article 142 parle d'organisation du scrutin 5 jours après la prise de décision. Donc la Cour constitutionnelle a demandé à la représentation nationale d'harmoniser cela pour que l'article 142 soit donc en harmonie avec le 149 et le 49 de la Cour constitutionnelle. Là, il n'y a pas gros souci. On ne touche qu'au code électoral. Mais il y a la question de l'harmonisation du calendrier. Il faut reconnaître que ce code a des imperfections et toute œuvre humaine peut l'être. Il ne faut pas avoir peur ou honte d'en parler. Il y a, comment on appelle, d'autres lois qui avaient déjà retouché le code électoral. Vous voyez, déjà en 90, le cadre général pour les élections, lorsqu'on est sorti de la conférence des forces vives de la nation, il y a eu une loi en 91 qui a apporté plus d'éclaircissement et de clarification. En 2013, nous avons également eu l'introduction des modifications, le 25 novembre 2013, avec la loi 2013-06, en vue des élections législatives et locales. Vous voyez, donc en 2019, tout récemment, on en a connu, c'est le code électoral qui est actuellement en vigueur. Cette dernière-là comporte des incohérences qui contrastent avec certaines dispositions et ont tendance à rompre le principe d'égalité, qui est un principe fondamental qui est défendu par la Constitution du Bénin. Donc cette décision-là de la Cour constitutionnelle dit ce qui suit. La Constitution institue l'année électorale, parle de couplage des élections et dit que les élections législatives et locales doivent se tenir le deuxième dimanche du mois de janvier. Dans le cas d'espèce, en 2026, ça fait le 11 janvier 2026. Il y a l'article 153 à son alinéa 2 qui dit que les députés qui sont élus de ces élections du 11 janvier-là sont installés le deuxième dimanche du mois de février 2026, donc le dimanche 8 février. Ils sont élus au soir du 11 janvier et ils sont investis le 8 février. La Constitution dit que l'élection présidentielle est organisée le deuxième dimanche du mois d'avril, ça fait le 12 avril, dimanche 12 avril. Il dit également que l'entrée en fonction des députés élus au soir du 11 janvier, des conseillers communaux élus, prend effet, ou alors leur prérogative de député prend effet à partir du jour d'installation. Ça veut dire que même s'ils sont élus le 11... Ils ne sont pas encore députés. Exactement. Donc les députés déchus ou pas demeurent toujours, en tout cas pour les députés actuels de la 9e législature, demeurent toujours les députés qui ont prérogative. Et puis, ce n'est pas nouveau. Vous voyez, après les élections présidentielles, le président qui n'est plus président prend encore des décrets. Vous voyez, jusqu'à la passation de charge. Jusqu'à 5 minutes de l'investiture du nouveau président, il peut encore prendre des... Il peut même annuler l'investiture. Merci beaucoup. Pour dire que ce n'est pas nouveau et ce n'est pas sorcier. Maintenant, les prochains députés, eux, ils seront installés le 8 février. Jusqu'au 8 février, ils ne peuvent rien faire en tant que députés. Parmi ces prérogatives-là, il y a le parrainage des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril. Et ce parrainage est aussi fixé par la Constitution en son article 44 qui dit que nul ne peut être candidat sans être dûment parrainé par un nombre donné d'élus. Le nombre là, ce quota est déterminé par le code électoral. Le code électoral en son article 132 dit c'est 10% de l'ensemble des députés et des maires.
Cela nous emmène à un nombre de 18, et quelques, disons plus ou moins 13 députés et maires, députés et maires confondus qui doivent donner le parrainage. Qui donne le parrainage? C'est ceux qui sont élus avant ou après. Quand est-ce qu'il faut donner le parrainage? Le parrainage, la dernière clôture pour que la Sénat reçoive les dossiers, c'est 50 jours avant le début de la campagne pour les élections présidentielles. Oui. Cela tombe sur le jeudi 5 février 2022. C'est-à-dire que 11 janvier, on fait les élections. Au plus tard, 5 février, il faut parrainer. 3 jours après, 8 février, les nouveaux députés seront installés. Du coup, là, c'est clair. C'est que ce sont coincé. Puisque avant le 8 février, ils ne sont pas encore députés. Ce sont les actuels députés, selon l'actuel code électoral, qui ont prérogative pour parrainer les prochains potentiels candidats à l'élection législative. Qu'ils vous souviennent que les maires, eux, par contre, au nombre de 77, ne sont pas installés le même jour. C'est-à-dire que la Constitution dit qu'ils commencent à être installés du premier dimanche du mois de février au troisième dimanche. Le premier dimanche, c'est le 1er février. Le troisième dimanche, c'est le 15 février. Quand je prends le cas du préfet de Cotonou, il n'a qu'une seule commune. À partir du 1er février, il peut décider d'installer le conseil communal de Cotonou le 2 février. Quand je prends les collines, le préfet des collines, il a 6 communes à installer. On lui dit, tu as du 1er jusqu'au 15. Donc, il peut faire Savalou aujourd'hui et puis 2 jours après aller faire Banté et puis ensuite aller faire Wessé. On se retrouve dans l'impasse à partir du moment où certains maires seront installés entre le 1er et le 4 février. D'autres ne le seront pas encore. Les nouveaux installés, puisqu'à partir du jour ils sont installés, peuvent parrainer. Eux, ils vont parrainer. Mais leurs homologues qui sont élus au même titre que le 11 janvier, n'étant pas encore investis, maires ne pourront pas parrainer. La Cour constitutionnelle dit qu'il y a une rupture d'égalité entre les concitoyens. Moi, je ne peux pas être élu au même moment que toi, je parraine et toi, tu ne parraines pas. Non, on aura certains anciens maires qui vont parrainer et certains anciens maires qui... Alors que derrière le parrainage, il y a la rentabilité. C'est vous qui le dites. Non, je l'affirme. Moi, je parle beaucoup plus. Il y a de la rentabilité parce que, bon, il y a quand même de l'intérêt, quelque part, à parrainer quand même un président de la République. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est un privilège, mais quitte à dire que ce privilège rapporte des intérêts. Ça, en tout cas, je dis que ça a une rentabilité. Je n'ai pas encore été député ouvert. Je n'ai pas encore... Donc, l'équation à résoudre, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on reste dans cette impasse-là et on viole la Constitution, ce qui n'est pas possible? Ou alors, est-ce qu'il faut repousser l'investiture des maires élus le 11 janvier pour l'après 5 février? Comme ça, on sait que ce sont les actuels maires et les actuels députés qui vont faire quoi? Parrainer les candidats. Première possibilité. Le président de la République, lorsqu'il a rencontré, dit, lui, il estime que la légitimité du parrainage revient aux députés et aux maires qui seront élus. Vous voyez, je ne partage pas cet avis-là parce que la légitimité se confère par cette loi-là qui dit qu'ils sont toujours en fonction tant qu'on n'a pas investi un nouveau maire ou un nouveau député. Donc c'est clair. Ou alors, c'est qu'on rapproche la date d'installation de tous les maires avant la date de dépôt des candidatures. Et là, ça risque de bousculer tout le calendrier électoral, de repousser les élections présidentielles pour plus tard, pour respecter les 50 jours, ou diminuer les 50 jours qu'il y a entre le dépôt des dossiers et le début de la campagne électorale. Toutes ces acrobaties sont possibles. Il y a même la possibilité, dans la nouvelle loi qui est en train d'être introduite, qui a même été déposée d'ailleurs au secrétariat de la présidence de l'Assemblée nationale, qui veut qu'on fasse des élections présidentielles, l'élection présidentielle, excusez-moi, avant. Et là encore, un autre gros problème se pose. Notre démocratie et notre culture du système partisan n'est pas encore suffisamment solide pour qu'on parle de conviction et d'idéologie ferme. Si on va faire l'élection présidentielle avant les élections législatives, on risque de se retrouver dans un système super monocolore, pire que ce que nous avons connu après le lendemain des élections législatives de 2019. Puisque
tout le monde voudra aller vers le président de la République, l'actuel homme fort du pouvoir. Oui. Où est la contradiction alors? Où est le principe qui veut qu'il puisse avoir débat critique pour trouver un équilibre favorable à l'épanouissement de la population? Un gros point d'interrogation se pose là. Oui. Renaissance nationale pense ce qui suit. Allez-y. Il faut revoir. Dites ça et après on va donner la parole aux auditeurs. Il faut revoir le code électoral. Pas seulement sur la question de l'harmonisation du calendrier, mais également sur la question du financement public des partis politiques, sur la question des 10% fixés pour le seuil de levée des sièges dans les conseils communaux et autres, parce que pour les 10%, nous estimons que pour 12 millions d'habitants, les pays qui font 10% de seuil sont 10 fois, 15, 20 fois plus grands que nous en matière de population, ont une éducation politique beaucoup plus ancienne que la nôtre. De deux, si nous voulons qu'il y ait des partis politiques forts, on n'a pas besoin de parler de seuil, parce qu'au Ghana à côté, au Nigeria à côté, il n'y a que 2 grands partis qui animent plus. Et les autres partis existent quand même, mais on n'a pas eu besoin de mettre un seuil de 10% pour dire que la démocratie est certes la volonté de la majorité, celle de la minorité. Albert Camus dit aussi que la démocratie, c'est la préservation des intérêts de cette minorité-là par la majorité. Pour dire que nous sommes favorables à la révision du code électoral, mais nous préconisons la formule qui ne nous amènera pas à toucher à la constitution béninoise. Parce qu'on risque d'ouvrir la boîte aux Pandore. On risque d'ouvrir ça et on risque de créer... Le président aussi a dit qu'il n'est pas demandeur. Il n'est pas demandeur d'une révision de la Constitution. Une chose est exclue, c'est que mandat et tout ça, on ne touche... C'est les fondamentaux de la Constitution, on n'y touche pas. D'accord. Retoucher ça pour harmoniser le calendrier, nous préconisons une option qui ne nous emmène pas là-bas. Quitte à ce qu'après on y revienne peut-être. Voilà donc notre position. Je ne sais pas si elle est suffisamment claire pour vous. Non, je comprends très bien. Vous êtes d'accord pour la relecture du code électoral, mais pas pour la révision de la Constitution. En effet. C'est le parti Renaissance nationale a donné donc son avis sur ce plateau-là. Et donc pour vous, on peut donc essayer quand même de faire les gymnastiques pour faire le jeu au niveau de la relecture du code électoral et faciliter donc les élections générales de 2026. C'est ça. Voilà. J'ai d'autres questions encore à poser à vous, mais je vais laisser d'abord la place aux auditeurs, les auditeurs qui peuvent donc appeler dès à présent pour évoquer leurs préoccupations ou pour poser des questions. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Vous pouvez également laisser vos questions au niveau de notre compte WhatsApp, le 50 52 52 73. Auditeur, Annie, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum. Paul Chaudatan. Que Dieu te bénisse et je salue ton invité. D'accord, nous vous écoutons. Merci. J'ai suivi l'émission de Long en live. Je voudrais dire à l'invité, puisque quand j'entends toutes ces polémiques dans le pays où le Béninois ne parle que de politique aujourd'hui, la Constitution n'a pas prévu des lois pour sa propre révision. La Constitution a prévu toutes ces lois pour sa rélecture. Et pourquoi polémique? Tu te rappelles, M. Naou, j'ai dit sur tes antennes déjà quand les polémiques ont commencé, que s'ils veulent réviser la Constitution, ils vont réviser la Constitution. Le Béninois ne peut même pas biper mot. Et quand vous prenez toute la classe politique qui fait la mouvance, les députés de la mouvance, là, vous n'êtes que 28, même si on dit que il faut les députés de l'opposition plutôt. De l'opposition, pardon. Oui. Qu'il faut 28 ans, qu'il faut 7 parmi eux pour réviser la Constitution. Nous sommes en politique, M. Naouf. Nous connaissons bien comment dire, les politiques. Ils trouvent leur intérêt dans la révision de la Constitution, même s'il faut toucher le double mandat là. Ils vont le faire. Le Béninois va se piquer, tirer, aller au Sénat, se faire soigner. Il dit, n'ont-ils pas révisé la Constitution à l'Assemblée nationale? Ils sont nous, comme on le dit ici, nos honorables députés, non? Les représentations nationales. Donc le Béninois là, je pense que nous devons cesser les polémiques. S'ils vont, et le chef de l'État a bien dit, j'ai l'impression que les gens ne l'écoutent pas quand il parle. Il dit que si vous allez venir devant lui pour lui dire,
comme on le faisait entre-temps là. Quand quelqu'un se lève dans la banque, quelque part là, il a son PPD ou bien PPU là, pour devenir député là, si on veut lui proposer ce genre de choses, il ne va pas accepter, il a dit. D'accord. Est-ce que vous avez une question à l'invité? Oui, pour finir, oui. Vous savez, vous qui soutenez la mouvance là, ça c'est pas en tant que telle une question, vous qui soutenez la mouvance là, est-ce qu'il faut véritablement une poids devant vous, les 28 députés là, pour vous empêcher de faire quoi que ce soit? C'est ma seule question. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. Et nous poursuivons donc avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Oui, Sébastien Nyonfosso. Ah, vous avez été venu la voir, c'est très bien ça. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue votre invité qui est bien en communication. Vraiment, merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Voilà. Et ma première question, c'est de demander à qui la faute pour que nous en sommes là actuellement. Parce que le code électoral a polémique aujourd'hui. La constitution révisée, ça ne fait pas encore 5 ans, était passée par la commission des lois, puis à l'Assemblée nationale, et puis au constitutionnel pour conformité sur la table du chef de l'État pour communication. Et personne parmi les sachants, les juristes, les bons journalistes qui sont dans la mouvance aujourd'hui, personne n'a rebattu ces incohérences. Et c'est ces citoyens du nom Kodo Béro qui a vu juste après 4 ans. Et après encore la déclaration d'un homme politique qu'on ne sait pas s'il est opposant ou mouvancier, qu'il avait parlé sur Michel pour dire que cette révision passera par la Cour constitutionnelle. Et ça n'a pas raté. Est-ce que cela ne fait pas peur quand on sait qu'on touche à la Constitution, c'est des polémiques après? Puisque quand les gens en votent maintenant, et si après la Cour constitutionnelle dit que nous sommes dans une nouvelle république, tout le monde peut se Mais Sébastien Nyonfosso, oui. Notre invité au plateau dit que son parti n'est pas favorable pour une révision de la Constitution. Il faut donc changer les choses au niveau du code électoral. Bon, merci. Il lui dit ça. Oui. Donc, on prend acte. C'est ça. Ma deuxième question pour lui. Oui. Est-ce que ne pas ce jeu de ne rien voir et de ne rien dénoncer que votre parti, la Renaissance nationale, je crois, parce que nous sommes habitués à UDBN. Allez-y. Parce qu'on a vu la lutte que votre présidente avait menée dans ce pays pour gagner le Bénin Rail, chez Bolloré. Il avait aussi un projet de poste à Parakou, mais tout ça là, c'est comme c'est tombé dans l'eau. Ces projets ne sont plus, on ne voit plus ça. Mais elle ne dénonce rien. C'est parce qu'il faut rester dans la mouvance coûte et coûte, qu'elle laisse tous ces projets, elle ne disent rien. Et ma dernière préoccupation. Merci. On va garder les deux préoccupations pour permettre à d'autres d'intervenir. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous, Sébastien Nyonfosso, pour votre passage. On va prendre un autre intervenant donc dans quelques secondes pour poursuivre donc les questions. Bonjour. Bonjour, monsieur Naum. Votre nom? Monsieur Bernadette Fabi. Nous vous écoutons. Je salue l'invité. Bonjour, monsieur. Oui, comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Ça montre vraiment que vous avez de l'expérience dans votre milieu. Et l'UDBN a bien vu avant de vous choisir. Merci. Et j'aimerais demander, M. Kiki, qui était à la cellule de communication, quelle est sa position dans le parti? Ça c'est un. Et de deux, l'UDBN que nous connaissons. Allô? Changez de position, parce que là, on est en train de vous perdre. Bon. Je dis l'UDBN que nous avons l'habitude de connaître, aujourd'hui est devenue la Renaissance. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer, parce que vous savez, la position de la population, nous sommes beaucoup analphabètes. Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir changer
et ça dans la tête des Béninois pour qu'ils puissent savoir que l'île du Bénin est vraiment la renaissance du Bénin. Ensuite, oui, je demande que la relecture du code électoral soit maintenue et non la révision de la Constitution. D'accord. Merci. Voilà. Merci beaucoup à vous, Fabi, pour vos préoccupations. Les questions, on va pouvoir répondre à ça après. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Votre nom? Monsieur l'invité, bonjour, Eugène Wagnon. Nous vous écoutons. Bonjour. Un grand défi à relever, c'est votre raison de votre entrée à la RN. Dois-je penser que de l'autre côté, vous n'aviez pas les coupés libres et pourtant vous étiez coordonnateur? Vous demandez de prendre au mot le chef de l'État qui dit ne pas vouloir d'un troisième mandat. Je voudrais savoir si c'est sincère, parce que je l'ai entendu dire, et nous tous nous l'avons entendu dire, je ferai de mon mandat unique une exigence morale et qui en fait, il a fait un deuxième mandat constitutionnel. Le militant, l'autre Renou, est-il toujours membre du RN? Si oui, quel poste il occupe? Sinon, bon, pourquoi il n'est plus? Maintenant, les ambitions de madame la présidente, sachant qu'elle aurait démissionné d'un truc, en fait, de son dernier poste donné, et qu'elle avait l'air de dire, si je me trompe, qu'elle avait une ambition, en fait, c'est pour des raisons politiques, c'est-à-dire, en fait, elle avait peut-être des intentions, qu'il soit présidentielle, soit législative. Je vais voir pour comprendre. Parce que. D'accord. Merci. Bon dimanche. Bon dimanche à vous aussi. Je ne vois une pour question. On va encore prendre deux intervenants et on va revenir au studio. Bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour. Votre nom? On m'appelle Adjakidé Basile. D'accord. Je vous appelle depuis Zé. D'accord, monsieur Adjakidé. Bon, merci, cher journaliste. Et, monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur Adakidje. Merci bien. Je voudrais vous remercier parce que vous avez le courage de venir à l'antenne, ça c'est une bonne chose. Donc vous créez encore un autre nom de parti et Renaissance nationale, paraît-il. C'est tout à l'heure maintenant que je suis en train de suivre d'entendre ça. D'accord. Voilà. Bien, ce que je voudrais vous demander, monsieur l'invité, Oui. la situation que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas affaire de changer de nom de parti. Il y a deux partis qui existent toujours, on le sait. Il faut voir les États-Unis d'Amérique. Plus de 200 et quelques ans qu'ils ont créé deux partis, ils continuent jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, vous avez de l'argent, vous créez une entreprise pour que les gens aient quelque chose à faire. Ça, c'est pas un travail. Est-ce que vous voyez? Vous êtes en train de piétiner le pays pour rien. Merci que vous êtes à côté de notre président. Et c'est bien, ça me fait plaisir quand même. Mais vous allez nous accompagner aux élections. Donc vous voulez qu'on ferme la Renaissance nationale pour créer une entreprise? Pour créer une entreprise, parce que le pays a besoin de l'argent. On risque de fermer tous les partis si on commence comme ça. Non, on doit avoir deux partis dans le pays. D'accord. On a compris. Votre position par rapport au débat actuel, la relecture du code électoral, révision de la Constitution, vous vous mettez où? Bien, le problème de révision, de la révision, c'est quoi? C'est-à-dire, moi je ne suis pas intellectuel pour savoir concrètement ce qui est là. Celui qui dit qu'on va changer, il connaît ce qu'il est en train de dire. Bon, celui qui dit qu'il ne veut pas, qu'il n'est pas d'accord de changer, lui aussi, il connaît ce qu'il est en train de dire. Nous, la population qui est derrière, oui. nous ne connaissons rien dans ce domaine. D'accord. Il faut que le gouvernement décide quelque chose pour qu'on finisse ce dossier. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Adjakidje Basile. Il va nous accompagner aux élections parce qu'il n'est pas d'accès dans le pays. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. On poursuit. On va prendre le tout dernier intervenant. On reviendra au studio pour répondre aux questions. S'il y a quelqu'un en ligne, on va pouvoir le prendre. Oui, le dernier intervenant, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? On m'appelle Gérard Dossou.
D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle d'Abomey Calavi. D'accord. Oui, c'est par rapport à votre invité. Oui. Je l'ai écouté avec attention. Vous avez votre radio allumée à côté. Excusez-moi. Oui, il faut l'éteindre, s'il vous plaît. Donc, oui. Je l'ai écouté avec attention. Il disait que je vous félicite déjà pour cette émission. Et chaque fois, votre radio fait des merveilles. Merci beaucoup. Et en ce qui concerne le sujet du jour, l'heure actuelle, les Béninois ont compris que ce n'est plus une question des politiques seules. Cette question de la Constitution, de la loi électorale. Parce que ça engage les Béninois et ceux qui vivent aussi au Bénin. Donc, multiplier la création des partis n'est pas nécessaire aujourd'hui. C'est un parti qui existait, c'est juste un changement de nom. Hein? Oh oui, je sais bien. D'accord. Je le sais très bien. Je le sais très bien. Et 2 partis, 3 partis, c'est largement suffisant. Les Béninois veulent de l'emploi. Donc, penser au développement, à la paix dans notre pays. Mais multiplier la création des partis et changer de nom pour ces petits partis-là, évitons ces choses-là. Allons à l'essentiel. D'accord. Et évitons, nous profitons pour vous dire, vous les politiciens, de nous laisser en paix, de permettre à ce que il n'y a pas de l'emploi dans le pays. Hein. Les gens ont faim. C'est vrai, il y a des travaux en cours, les gens ont faim. C'est ça l'essentiel. Pensez à cette question-là. D'accord. Multiplier des partis pour dire, loi électorale a dit ci, a dit ça, là. On peut mettre au pied là. Mais s'il fait le boulot, nous sommes prêts à le suivre. D'accord. C'est ça l'essentiel. Est-ce que vous avez une question? Ou bien c'est juste un commentaire? Oui. Ma question est celle-ci. Oui. Maintenant, face à tout ce qui se passe là, quelle est la position réelle du Renaissance nationale? C'est vrai, le chef de l'État, vous, en tant que parti, vous voulez faire quoi concrètement pour les Béninois? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On revient donc sur ce plateau. Vous avez noté donc une série de questions. Je vous laisse la main pour pouvoir, quand vous finissez cette série de questions, je vais poser maintenant les questions qui sont envoyées via WhatsApp. D'accord, merci beaucoup, M. Naoum. Une fois encore, merci à nos auditeurs qui sacrifient de leur précieux temps de ce dimanche pour nous écouter, pour participer à leur manière, parce que c'est aussi une manière de participer. Et quelques crédits aussi. Hein, en effet, sur le plan financier, c'est aussi leur manière de participer à la vitalité de notre vivre ensemble. Il y a un de nos compatriotes qui a demandé si les 28 députés valent quelque chose devant ceux de la mouvance présidentielle. En fait, je pense que, vous savez, nous sommes dans un système démocratique où même un demi-député a sa valeur. Oui. Je prends un exemple terre à terre. Surtout que les 28 constituent une minorité de blocage. C'est là que j'en arrivais pour dire que on ne peut pas faire la révision sans les députés. C'est ça, les 28 députés de l'opposition sont obligés de se prononcer sur le oui ou le non de la révision de la Constitution. Dire s'ils valent quelque chose, eh bien dis donc, c'est excessif. Sincèrement. Maintenant, à qui la faute de l'imperfection du code et tout ça? En fait, je l'ai dit, je dis, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et lorsque certains travaux sont peut-être, là je parle en tant qu'intellectuel, faits dans certaines conditions, peut-être aussi que cela ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble. Quoi qu'il arrive, aucune loi n'est immuable, vu que la société elle-même n'est pas statique. Ce qui est valable aujourd'hui, vu le contexte, les circonstances, les ressources, peut ne plus s'appliquer à nous ou peut ne plus être dans nos intérêts communs, tous demain. Ce ne serait pas la première fois que les lois seraient revues. C'est la raison pour laquelle il y a une Assemblée nationale qui existe. Leur travail, ce pourquoi les fonds des contribuables est utilisé pour les payer, c'est de légiférer. C'est leur travail, ça. Ils le font au jour le jour. Si une loi ne pouvait plus jamais être retouchée, eh bien, on se serait arrêté à une seule assemblée, une seule mandature, et puis dès qu'on a dissous, ça, c'est fini. Et ça s'applique pour toujours. Pour dire que on va devoir souffrir légèrement que ce qu'on a fait de par le passé ne soit plus aujourd'hui totalement compatible. Et c'est surtout pour que les frustrations soient le moins possible que nous sommes en train d'aller tous. Et quand je dis nous, je ne parle pas de
moi, en tant que membre d'un parti politique, je parle de tous les Béninois, parce que ça engage les Béninois. Ceux qui vont voter ça à l'Assemblée nationale sont les représentants des Béninois. C'est-à-dire que même quelqu'un qui, lors des élections, et ça me fait rire parfois, qui ne sort pas pour exprimer son vote, a quand même contribué à la mise sur le siège de quelqu'un. Oui. Le fait de ne pas voter est également un choix, mais un choix malencontreux qui permet aux autres de voter ou de décider à votre place. D'accord. Porsec, et tout ça, pourquoi oubliez, vous ne dites plus rien. Non, mais ce ne sont pas des projets, c'est des projets. Bien avant même l'avènement de la rupture, il y avait déjà eu, comment on appelle, un contentieux sur le projet prime dorsale avec l'exécutif que présidait le président Boni Yayi. Pas comme si celui qui est là aujourd'hui a fait quelque chose de mal et du coup, je pense plutôt que ça devrait être une raison pour que peut-être notre parti, si ce parti servait une cause personnelle ou une cause économique donnée, se désolidarise de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas le cas. Le groupe PIC International SA ou le groupe Pétrolin, ce sont des entreprises. Et c'est bien séparé du parti Renaissance Nationale. Bon, si Claudine Afiavi Prudencio, femme d'affaires et acteur politique, se retrouve à la tête en tant qu'acteur politique de Renaissance Nationale, ça ne veut pas dire que ses intérêts personnels, moi, m'engagent. Moi, je ne suis pas, comment on appelle, membre de Pétrolin. Membre de PIC. Voilà, vous voyez. Donc, pour dire, il faudrait qu'on puisse faire cette démarcation-là. Sinon, qu'on va cloisonner les compatriotes dans leur droit d'expression quelque part. Monsieur Jules Léandre Kitty est toujours, bien sûr, nous avons... Et je vais témoigner sur ce plateau. C'est d'ailleurs lui que j'ai constaté et c'est lui qui m'a mis en contact avec vous pour cette émission. En effet. Monsieur Julien Kitty est, si vous avez encore avant-hier, il s'exprimait au nom de Renaissance Nationale sur E-Télé et dans le journal télévisé d'avant-hier à l'ORTB. D'accord. Donc, il est toujours membre de la cellule de communication et il est le directeur de publication du journal RN Info, journal du parti. Donc nous travaillons coude à coude, main dans la main. D'accord. Que faites-vous pour changer le nom Renaissance Nationale, UDBN Renaissance Nationale dans la tête des Béninois? C'est ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. Je pense qu'en 1h30, on a dit Renaissance Nationale au moins 100 fois déjà. Et au moins 2 personnes qui ont appelé savent déjà que UDBN n'est plus UDBN, mais Renaissance Nationale. J'espère que votre voiture est remplie de millions pour payer Radio Cotonou. Bien plus que ça. Donc, l'information, ça va se passer ainsi. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au jour le jour et on continue. On sait que ça va pas, la mayonnaise ne va pas prendre du jour au lendemain. Monsieur Lot Houenou n'a jamais été membre de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, ni membre de Renaissance Nationale. Ce point est Vous n'avez pas vu son nom dans les documents du parti? Rien du tout. Il n'est pas là. Il n'a jamais été là. Il n'a jamais. Donc, nous poursuivons. Vous me demandez s'il faut prendre le président au mot. Bon, vous savez, on ne peut que le prendre au mot. Et quand je dis prendre au mot, il ne faudrait pas que les gens pensent que je dis seulement il faut croire. Quand on dit prendre quelqu'un au mot, c'est que il a dit il ne veut pas une révision opportuniste. On accepte qu'il n'y a pas une révision opportuniste. Le jour où il intentera une quelconque action qui va dans le sens de révision opportuniste, on le prendra au mot en lui rappelant vous aviez dit. Comme on est en train de lui rappeler aujourd'hui ce qu'il avait dit par le passé, mandat unique et tout ça. C'est ce que je disais donc. Pourquoi ne pas dissoudre Renaissance Nationale? Je pense que vous avez déjà répondu en partie à cette question. Vous dites dans ce cas, alors on va dissoudre. Je ne réponds pas à votre place. Moi, je fais juste mes commentaires. Pourquoi on n'a pas créé un nouveau parti politique? Non, vous l'avez déjà dit. C'est UDBN qui s'est muté en Renaissance Nationale. Pourquoi ne pas dissoudre? La question, je la prends sous cet angle. Pourquoi ne pas dissoudre tous les partis politiques et créer uniquement des entreprises? Quand on finira de créer des entreprises, qui va réguler la vie de ces entreprises-là dans la République? Ça, ce sont les politiques qui le font par le truchement des partis politiques. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de présidence de l'Assemblée et tout ça. Et les États-Unis ont 100 ans de démocratie, ont 2 partis. Les États-Unis n'ont pas 2 partis politiques. Il y a les indépendants qui existent aussi aux États-Unis. Il n'y a pas que 2 partis politiques aux États-Unis. Au-delà de ça, la France aussi a une longue, comment on appelle,
culture démocratique et il y a plusieurs partis politiques en France. Donc, c'est le multipartisme qui demande ça. Nous avons voté tous pour ça en 90 et la lutte continue. C'est juste la loi de la majorité. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai raté peut-être une question quand même importante. Je vais vous poser maintenant des questions des auditeurs. Allez-y. Il y a le professeur Hubert Théodore Ahimakin qui dit ceci, question au chargé de communication de la Renaissance nationale. Qu'est-ce que ça change de passer de l'UDBN à RN? Je crois que la réponse a été donnée, donc déjà sur ce plateau. Que fait le parti lors des élections législatives de les échéances électorales de 2026? Qu'est-ce que vous allez faire? A déjà pris le taureau par les cornes et toutes les actions que nous menons aujourd'hui, remobilisation, redénomination de la cellule communication, comment on appelle, enrôlement de militants, fonctionnement de l'école du parti politique, c'est en prémisse à notre participation aux élections générales de 2026, puisque nous voulons que les Béninois, tous les Béninois puissent être informés, connaissent notre idéologie, voient plus clair dans notre projet de société et s'alignent avec nous pour que nous levions des sièges dans les conseils communaux, avoir des maires et avoir des représentants à l'Assemblée nationale pour avoir donc plus de moyens de militer pour eux, pour leurs intérêts et pour l'intérêt de la nation en général. Bonjour Radio Cotonou, bonjour l'invité. Que pensez-vous de la réforme du système partisan, de grands partis pour soutenir le chef de l'État? Quelle est l'utilité du poste de vice-président dans la République? Que faire pour la libération de Frédéric Joël Aïvo, Rekiat Magdougou et consorts? Alors d'abord, la réforme qui institue la vice-présidence, je vais rappeler que lorsque vous remontez dans l'histoire politique du Bénin, et ce n'est pas la première fois que nous avons un poste de vice-président. Déjà dans Omé, on en avait, vous voyez, donc ce n'est pas la première fois. On se rend compte lorsqu'on revisite notre histoire politique qu'on ne crée rien de nouveau en réalité. On ne fait que réchauffer, comme le dit l'autre, la pâte d'hier ou d'avant-hier. Je pars du principe que le rôle de la vice-présidence permet de décharger un tant soit peu de certaines tâches qui sont quand même très importantes dans la République, mais qui alourdissent en fait la fonction exécutive du président de la République. Donc il y a d'abord ça qui un avantage de cette institution. Parce qu'on la voit représenter le chef de l'État lors des sommets. En effet, lors des sommets à l'intérieur du pays, elle fait beaucoup d'actions aussi au nom de la République et c'est pas mauvais en soi. Donc, elle ne chôme pas. C'est ça. Elle ne chôme pas. D'accord. Que faire? Frédéric Joël Aïvo, le professeur, je profite de l'occasion pour lui adresser une fois encore, qu'il l'entende ou pas, notre soutien, autant personnel que celui de Renaissance nationale. Ce sont des situations qui ne sont pas nouvelles. C'est dommage que ce soit tombé sur eux. Nous sommes dans un cas où des décisions de justice ont déjà été rendues. Et nous l'avons déjà dit, nous continuons de le dire aujourd'hui, que la solution pour la libération de ces prisonniers-là ne se trouve pas dans un bras de fer opposition-mouvance, mais plutôt dans une négociation, dans un lobby. Et je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup à vous. Et un autre qui dit la relecture du code électoral doit être une assise générale et convoquer nos constitutionnalistes et non seulement les partis politiques seuls. C'est Binanzon, Joël, Galbert. Nous ne nous y opposons pas, en fait. On a parlé de concertation. Nous ne sommes pas dans le droit. En disant, si nous voulons quelque chose qui entraîne tout le monde, où tout le monde se sent avoir contribué. Parce que vous savez, la réussite de vos projets aussi dépend de la collaboration que vous avez suscitée autour. Puisque vous ne l'implémentez, vous ne le vivrez pas seul. Donc, si le président de la République décide d'aller jusque-là, eh bien, tant mieux. Assise nationale, je ne crois pas, parce qu'on parlera beaucoup plus d'assise nationale quand on parlera de crise. Nous ne sommes pas en crise. La République n'est pas grippée. Vous voyez, la République n'est pas grippée, mais pour ne pas y arriver, je pense que c'est envisageable et c'est au bon vouloir du président de la République. Je crois qu'il y a des questions, vous l'avez déjà évoquées. Il parle bien entendu des incohérences dans la loi fondamentale qui est passée dans les mailles de la forte intelligentsia juridique constitutionnelle et présidentielle. Vous l'aviez dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, il y a une question ici qui dit quelle est la position de la Renaissance nationale par rapport aux retraités anticipés orchestrés avec la situation sécuritaire actuelle de notre pays?
expérience dans le corps militaire obligeant. Il n'y a pas d'arbitraire dans cette décision. Ouais, il n'y a pas d'arbitraire. D'abord, c'est une décision qui relève de l'exécutif. Il n'y a pas d'arbitraire dans cette décision parce que ce n'est juste que l'exécution d'une loi de la République. Une loi qui a été votée. Vous voyez, ce n'est pas un décret qui a été pris la veille et le lendemain, ça a été implémenté. Nul n'est censé ignorer la loi. Je peux comprendre que cela a des impacts peut-être sociaux et que ça cause des désagréments personnels. Ça, je peux le comprendre. Sur les 300 dans le corps de la police ou les 700 dans le corps des forces de défense et de sécurité, je crois, un truc comme ça. En tout état de cause, nous compatissons à ceux qui sont... Il paraît qu'il y a des gens qui ont fait un effet, qui ont été négatement frappés, en fait. Tu dors, tu te réveilles retraité. C'est quand même une réalité. Oui. Ce sont les coups de la vie. Ce sont les coups de la vie. Cette surprise désagréable là sur le plan personnel, que nous compatissons également à la surprise de ceux, par exemple, qui font un accident ou encore ceux qui n'ont même pas de boulot. Cette mise en retraite anticipée... Ou ceux qui ont perdu. Bien sûr. Oui. Donc cette mise en retraite... C'est plus difficile. En effet, c'est plus difficile. Donc, parce qu'au moins, il y a des droits qui sont liés à cette retraite-là. Quelqu'un qui est quand même limogé de son boulot, c'est tout autre chose. Pour dire que cette mise en retraite anticipée n'est quand même pas, vous voyez, de nature à vider nos forces de défense et de sécurité, puisque bien avant ça encore, il y en aura encore. Donc je me dis... désolé pour ces compatriotes-là, mais bon, la lutte continue. D'accord. Bonjour Radio Cotonou, merci pour les visions de tout à l'heure. Nous y sommes encore. Il dit félicitations à l'invité. Il s'appelle Dashi, donc il vous envoie ses félicitations. Un dernier message que je vais lire rapidement. Oui, c'est tellement long, mais je vais voir. Il dit, si un seul député ose toucher aux fondamentaux, il se fera bouffer par la terre, car le pays appartient à nous tous. La jeunesse n'a pas d'emploi, mais vous parlez tout le temps de révision de la Constitution. Pour quelle raison? Je crois quand même que lui, il ne veut pas entendre parler de débat sur la révision de la Constitution. Il s'appelle tous Carlos Njondo Kodjovi, voilà, c'est ainsi. Je vais me limiter à ces messages-là. J'ai une question pour vous. Oui. Comment vous préparez les élections de 2026, élections générales? J'ai commencé à répondre déjà parce qu'il y a un nouveau invité et de nos auditeurs qui a posé la question. Nous sommes dans une certaine dynamique où chaque jour que Dieu fait, nous avançons un peu en implémentant les stratégies, les plans qui ont été conçus, élaborés lors de nos dernières assises et qui continuent d'être améliorés au jour le jour lors des réunions de nos différentes instances au niveau du Parti Renaissance Nationale. Une chose est sûre à l'heure actuelle, c'est que le parti participera très activement aux élections générales. Vous avez tous les papiers? Bien sûr, bien avant même le changement de nom. Nous avons, après le congrès ordinaire, nous avons entamé les démarches nécessaires. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là sur le plan juridique. Nous sommes en règle avec le ministère de l'Intérieur. Le parti ira aux élections et ce ne sera pas juste pour faire la compétition. Mais ce sera avec cette fougue-là de lever des sièges, d'avoir nos représentants dans les conseils communaux et à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi vous militez pour l'annulation des 10%, c'est ça? Non, ce n'est pas pourquoi nous militons pour, parce que ce serait limiter une question qui est quand même une question d'importance pour le pays à notre seul parti politique. Dire que nous travaillons aujourd'hui à avoir, aller bien au-delà des 10% sur le plan national. Parce qu'une chose est d'avoir les 10%, une chose est de lever des sièges. Voilà. Vous voyez, donc quand je dis que nous allons nous devons lever des sièges, nous en faisons un devoir, c'est dire que nous allons d'abord régler la question déjà des 10%, mais dans beaucoup de communes et dans beaucoup de circonscriptions électorales, nous aurons suffisamment de voix pour avoir des représentants dans ces organes politiques-là. Donc la question des 10%, elle est derrière même. Nous sommes en avance sur cette question des 10%-là et nous battons d'arrache-pied pour y arriver. L'école du parti, je le répétais encore, est en train de faire un travail assez intéressant. J'ai entendu beaucoup parler de emploi de la jeunesse, c'est une réalité. Ce n'est pas une nouveauté non plus. Voyez, et les partis politiques ne sont pas des donneurs d'emploi. D'accord. Il n'y a que deux personnalités ou personnes, si vous voulez, morales qui donnent des emplois. C'est l'État et les entreprises. Et un parti politique n'est pas une entreprise. Ce qu'un parti politique peut faire,
c'est de peser de son poids pour que les politiques d'emploi soient beaucoup plus favorables, accessibles aux concitoyens. C'est de peser sur des lois pour qu'il y ait aussi beaucoup plus de présence des entreprises, la facilité pour ces entreprises-là, pour que les entreprises puissent s'installer, fonctionner, employer, mais aussi pour que des jeunes puissent créer davantage des entreprises. Quelle sera la contribution de Renaissance nationale pour les élections générales apaisées? Quand même une nouveauté, c'est quelque chose de lourd qu'on aura à faire en 2026. Quelle sera votre contribution au niveau de Renaissance nationale pour une élection apaisée? L'élection apaisée parle de tout faire pour qu'il n'y ait pas de frustration, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de combat. Les responsables de Renaissance nationale, moi, parmi d'autres, travaillons depuis longtemps à tout ce qui est paix. Moi, je suis de la 10e circonscription électorale. Vous savez, ce sont les zones d'échauffourée. En 2019, puis 2020, puis 2021. Donc, il y a un travail de longue haleine qui est fait depuis des années pour qu'on se focalise sur des choses constructives plutôt que des choses destructives. Dans l'ensemble, il y a déjà ça que je peux citer. Il y a ce que nous venons de dire aujourd'hui. Tout faire, le maximum, tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter tout ce qui peut nous emmener à la polémique. Parce que ce sont en fait des portes ouvertes à tout ce qui est frustration. Vous voyez, un auditeur a dit tout à l'heure, celui qui touche à la Constitution va se faire bouffer. Bon, la Constitution peut être retouchée, puisque la Constitution prévoit son propre mécanisme de projet de loi, proposition de loi, on vote. Si on a les 4/5e à l'Assemblée nationale, si on n'a pas les 4/5e, on passe on envoie au référendum. Et donc, c'est clair. C'est ça. On peut réviser la Constitution. La question, est-ce que c'est opportun dans le contexte actuel de réviser la Constitution, même si c'est pour une virgule? Nous appelons à faire très attention et à chercher d'abord toutes les solutions qui ne nous y amènent pas pour régler notre problème, et puis on verra après. Votre mot de fin pour clôturer cette émission? Toute la population béninoise et particulièrement à nos auditeurs de Radio Cotonou, merci pour l'occasion que vous nous offrez de parler de notre parti et de parler également de la République. Nous invitons tous nos auditeurs, tous nos compatriotes à ne pas minimiser l'importance de l'action politique et du militantisme politique dans la vie de tous les jours. Ce serait perdre de vue quelque chose de capital parce que c'est le politique qui organise tout ce que vous avez dit là. Économique, social, religieux, tout. Sanitaire, c'est le politique qui organise ça. Donc c'est une clé que vous ne devrez pas négliger, ce n'est pas une clé avec laquelle vous devez vous amuser, sinon que vous risquez de faire beaucoup d'efforts ailleurs, mais que cela soit en vain. Les jeunes, je ne dis pas que la politique est un métier, mais je dis qu'un jeune doit également militer sur le plan politique s'il estime qu'il n'est pas béninois que pour lui seul, mais qu'il est béninois pour le Bénin d'aujourd'hui et le Bénin de demain. Pour finir, je nous intéresse à mieux nous informer par rapport au parti politique Renaissance nationale. Nos chaînes, nos canaux sociaux sont là. Pour vous, docteur Mohamed Awali Akintola, vous êtes chargé de mission et chef de la cellule de communication du parti Renaissance nationale. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde de cette émission Ghislain Agbangba, Job Tipé, assure donc la prise de vue et au micro pour la présentation Benjamin Honoré Naoum. Merci pour votre attention. Bonne suite de programme. Franc-Parler